Merci Madame la Présidente. Nous souhaitons tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, Madame la professeure Gaëlle Marty et Monsieur Loïc Robert, de nous permettre d'intervenir dans ces deux belles et riches journées. Alors l'étude de l'appréciation de l'identité nationale par les juges comme nouvelle source de conflit ou nouvelle forme de dialogue peut sembler paradoxale à différents égards. D'abord, la problématique de l'identité, qu'elle soit qualifiée de nationale ou de constitutionnelle, est désormais ancienne, largement étudiée, et nous l'avons déjà plusieurs fois mentionné hier. Ensuite, parce que la question de l'identité nationale est par nature conflictuelle. Elle reflète un conflit normatif entre le niveau national et le niveau européen. Néanmoins, celle-ci a justement été traditionnellement pensée comme un moyen de canaliser le conflit. Placée au cœur du pluralisme constitutionnel, l'identité nationale était envisagée de manière conciliatrice dans le cadre d'un dialogue entre le juge national et la Cour de justice, même si ce dialogue a pu parfois paraître rugueux et sans complaisance, pour reprendre les termes de M. Jean-Marc Sauvé. Or, l'actualité récente démontre une certaine mutation de l'identité nationale. D'abord, celle-ci semble être soulevée de manière croissante et dans une diversité de domaines par les juridictions nationales. Surtout, la mobilisation de l'identité nationale paraît s'inscrire de plus en plus dans une stratégie de réelle opposition au droit de l'Union européenne. Les récentes décisions de certaines juridictions nationales démontreraient alors que l'identité nationale ne doit plus être comprise dans un sens pluraliste et conciliateur, mais plutôt dans une dimension différentialiste et conflictuelle. L'identité nationale apparaît ainsi dans une certaine mesure comme une nouvelle source de conflit. Or, derrière ces conflits conjoncturels plane un risque de remise en cause structurelle du droit de l'Union et de l'autorité de sa Cour de justice. Pour autant, il demeure à notre sens aux juges, qu'ils soient nationaux ou européens, de trouver la voie de l'apaisement, notamment en prenant l'identité nationale au sérieux et en se gardant de toute instrumentalisation. En ce sens, la mobilisation de l'identité nationale appelle une nouvelle forme de dialogue. Donc, premier point, la mobilisation de l'identité nationale comme nouvelle source de conflit. Les juridictions nationales semblent désormais placer l'identité au cœur d'une stratégie d'opposition au droit de l'Union plus franche qu'auparavant. L'intensité et la forme de cette opposition varient, si bien qu'il peut paraître complexe d'étudier ces jurisprudences au sein d'un bloc monolithique. Toutefois, il est possible de remarquer que le conflit est tantôt affirmé par certaines juridictions nationales ou dissimulé par celles-ci, mais dans les deux cas, le dialogue des juges s'en trouve d'une certaine manière dévoyé. Le conflit affirmé d'abord. La coexistence pacifique entre les ordres juridiques nationaux et européens semble être de plus en plus mise à mal, on l'a vu hier, par une attitude davantage conflictuelle des juridictions nationales. Pour le dire autrement, d'une contestation latente, l'identité nationale paraît être aujourd'hui le réceptacle d'une opposition plus franche. En effet, il ne faut bien entendu pas exagérer les vertus dialogiques de l'identité nationale. Celle-ci a toujours été un objet controversé du dialogue des juges, et il est vrai que la fonction même de l'identité nationale ou constitutionnelle est d'être une norme de résistance, traduction d'une volonté de protection ou de défense des ordres juridiques nationaux face à l'intégration européenne. Néanmoins, le véritable conflit semblait, dans un premier temps, plutôt théorique, tant le dialogue était en principe à même de permettre une conciliation et une réponse apaisée à cette perspective de conflit. Il est vrai également que les relations entre la Cour et les juridictions nationales n'ont jamais été réellement linéaires et que des moments de tension, parfois intenses, ont pu être observés au cours de la construction européenne et au début même de cette construction. Déjà, il y a quelques années, l'affaire Tarico avait pu démontrer le passage d'une identité nationale comme moyen de coopération à une identité nationale comme outil de contestation. Mais bien que mobilisée dans une dynamique ou une perspective contestataire, l'identité nationale paraissait être un moyen d'orienter, d'influer sur le dialogue des juges. Or, certaines jurisprudences de ces 2 dernières années démontrent, selon nous, un passage, certes dans un degré divers et selon des modalités variables, de la contestation à l'opposition, traduisant par là même une rupture du dialogue. L'on peut penser d'abord au juge constitutionnel allemand dans l'affaire PSPP du 5 mai 2020, que l'on a mentionné déjà à diverses reprises hier. Il faut également rappeler la particularité de cet arrêt qui ne se base non pas formellement sur l'identité constitutionnelle allemande, mais sur la théorie de l'ultra vires, que cet arrêt fait suite à un renvoi préjudiciel et qu'une solution, ça a été mentionné par le professeur Marcucci hier, a été trouvée par un dialogue politique qui a permis de dépasser le conflit juridique. L'opposition franche peut bien entendu être symbolisée par la décision du tribunal constitutionnel polonais, là encore on l'a mentionné hier, du 7 octobre 2021, dans laquelle la juridiction polonaise estime que certaines dispositions du TUE sont contraires ou incompatibles avec la constitution polonaise. Ces 2 arrêts, même s'ils sont incomparables dans leur
tant dans leur argumentation que dans leur motivation, témoignent toutefois d'un changement de perspective. L'identité constitutionnelle ou l'ultra vires paraît non plus être un moyen contribuant à orienter le dialogue des juges, mais au contraire un argument permettant d'y mettre fin. Il est ainsi possible de relever une certaine mutation de l'identité nationale qui est également perceptible lorsque le conflit n'est pas expressément affirmé par les juridictions nationales, mais au contraire dissimulé. Voyons donc désormais le conflit dissimulé. L'arrêt French Data Network du Conseil d'État et la décision Société Air France du Conseil constitutionnel, loin d'être comparables, là encore, avec les deux illustrations précédentes, ni dans leur intensité ni dans leur modalité, témoignent toutefois d'une certaine résistance de ces deux juridictions françaises à l'encontre de l'intégration européenne. Derrière un dialogue apparent se cachent en réalité les perspectives de conflits bien présents. Pour rappel, dans ces deux affaires, les juridictions françaises vont activer coup sur coup leur clause de sauvegarde relative à la protection de l'identité constitutionnelle ou nationale française. Et il est intéressant de noter que ces deux juridictions vont placer leurs décisions respectives dans le cadre du dialogue des juges. Ainsi, M. Lallet, rapporteur public dans l'affaire French Data Network, précisait que la clause Arcelor, je cite, n'est pas l'instrument d'un repli nationaliste, d'un réflexe idéologique de souveraineté ou d'une fierté juridictionnelle mal placée, mais elle est d'abord un outil, une garantie d'efficacité du dialogue des juges sur la base d'un rapport de force équilibré. De la même manière, M. Fabius se félicitait de la décision du Conseil constitutionnel, notamment à ce qu'elle permettait non pas une concurrence entre le droit constitutionnel français et le droit de l'Union européenne, mais au contraire une saine articulation entre ces deux droits. Il est vrai qu'en déclarant conforme à la Constitution les dispositions litigieuses du CESEDA qui transposaient une directive de l'Union, le Conseil constitutionnel n'entre pas dans une réelle opposition avec le droit de l'Union. Mais l'approche du Conseil constitutionnel sur la question des principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France semble avoir évolué. Ainsi, M. Debré, dans l'avant-propos à la thèse du professeur François-Xavier Millet, soulignait que la notion d'identité constitutionnelle, loin d'être intrinsèquement conflictuelle, constitue un facteur d'apaisement. Et selon lui, la preuve de cet apaisement était que le Conseil constitutionnel, je cite là encore, s'est toujours bien gardé d'en définir précisément le contenu. Cette idée tranche évidemment avec la décision Société Air France, dans laquelle le Conseil constitutionnel identifie pour la première fois positivement un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, à savoir l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale. Une brèche semble alors ici perceptible, dès lors qu'il apparaît désormais clair que le Conseil constitutionnel pourra à l'avenir s'opposer frontalement et non plus théoriquement à l'application d'une norme de droit de l'Union. Les principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France sont désormais compris in concreto et non plus in abstracto. Il est à noter que l'identification de ces principes s'opère par la technique de la protection équivalente. Et cette idée cadre mal avec l'idée originelle des principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France. Et M. Mazot les envisageait à l'époque comme renvoyant à ce qui est crucial et distinctif à l'ordre constitutionnel français. Par ailleurs, l'identification de l'équivalence permet un champ virtuellement très important de ces principes. Et l'on regrettera enfin que le Conseil constitutionnel ne joue pas réellement le jeu du dialogue des juges, puisqu'en se prononçant sur l'existence ou non d'une protection équivalente, le Conseil constitutionnel s'interroge indirectement sur l'existence de cette protection en droit de l'Union européenne. Une question préjudicielle préalable aurait donc pu être envisagée, même si on sait que le Conseil constitutionnel se refuse à poser ces questions préjudicielles. Interroger la Cour de justice, c'est justement le choix qu'avait fait le Conseil d'État dans l'affaire French Data Network, mais celui-ci va activer la clause de sauvegarde Arcelor et s'écarter quelque peu de l'interprétation donnée par la Cour de justice dans son arrêt Quadrature du Net. Ainsi, le Conseil d'État mobilise lui aussi l'identité nationale pour s'opposer au droit de l'Union, même s'il faut relever que celui-ci se refuse d'utiliser la théorie de l'ultra vires alors que le gouvernement l'avait fortement incité. Mais ici aussi, au-delà de la solution sur le fond, c'est le raisonnement qui est opéré par le juge administratif qui s'avère être intéressant dans la mesure où on peut relever au moins deux modifications majeures de la réserve Arcelor. Une modification matérielle d'abord, dans la mesure où celle-ci ne bénéficie pas à un droit ou une liberté fondamentale garantie par la Constitution, mais au contraire à une dérogation à ce droit, en l'espèce la sécurité nationale, vis-à-vis du droit à la protection des données à caractère personnel, même si le Conseil d'État opère un détour par l'article 12 de la DDHC et les objectifs de valeur constitutionnelle pour dissimuler cette idée. Une modification procédurale ensuite, dans la mesure où la réserve est ici appliquée non pas pour contrôler un acte au regard de la Constitution qui respecterait le droit de l'Union, mais à l'inverse pour justifier un acte qui contrevient au droit de l'Union sur le fondement de la Constitution. La réserve Arcelor change alors considérablement de signification. Elle n'est plus pluraliste, elle est fondamentalement conflictuelle. Néanmoins, à la différence de certaines juridictions qui, on l'a vu, affirment expressément ce conflit,
Ce dernier n'est ici pas totalement assumé, il est dissimulé derrière un dialogue des juges apparent. Ce dernier s'en trouve alors largement dévoyé. Purement artificiel, le dialogue des juges se mue en dialogue de sourds, potentiellement dévastateur pour l'autorité et l'uniformité du droit de l'Union. Pour autant, nous restons convaincus que c'est par ce dialogue que le conflit peut, sinon s'estomper, au moins se canaliser. Pour sortir de l'impasse, il est alors nécessaire que les juridictions nationales, mais aussi la Cour de justice, prennent l'identité nationale ou constitutionnelle au sérieux. En ce sens, la mobilisation croissante de l'identité nationale appelle une nouvelle forme de dialogue. L'identité nationale, une nouvelle forme de dialogue possible. Je souhaiterais introduire cette seconde partie par une citation de l'avocat général Puérez Maduro qui résume bien les propos qui seront avancés. Il déclare « J'ai milité pour un pluralisme constitutionnel qui autorise les désaccords et promeut le dialogue avec la Cour de justice. Mais j'ai toujours soutenu que ce dialogue devait se nouer sur la base d'un accord autour d'une série de principes communs à même de l'encadrer. Comme le rappelait hier Céline Spector, la conflictualité est souhaitable lorsqu'elle est régulée. Le postulat de départ est celui selon lequel il ne faut pas perdre à l'esprit que la Cour de justice a toujours pris en compte l'identité nationale. Néanmoins, l'insertion d'une clause spécifique dans le traité de Maastricht par les États membres, soucieux du passage à une union plus politique, a contribué à alimenter les contentieux devant la Cour de justice lorsqu'elle a dû prendre position sur cette clause qui était invoquée par les parties. Si l'utilisation de l'identité nationale, telle que l'a expliqué mon collègue Mathieu Ruy dans sa première partie, démontre une logique défensive, il serait toutefois possible de passer à une logique constructive. Le passage d'une logique défensive à une logique constructive, permettant un véritable dialogue et non un monologue, suppose un contenu encadré et une mise en œuvre ordonnée de l'identité nationale. Un contenu encadré d'abord et une mise en œuvre ordonnée ensuite, tels seront les deux temps de cette présentation. Un contenu encadré de l'identité nationale. Ici, deux hypothèses sont possibles. Premièrement, en ce qui concerne la fusion de l'identité nationale et de l'identité européenne, il est possible d'indiquer que l'identité des États membres ne peut pas être totalement éloignée de celle de l'Union européenne et inversement. En effet, le mécanisme d'adhésion permet, ab initio, de s'assurer que l'identité d'un État n'est pas trop éloignée de celle de l'Union. De plus, si l'identité d'un État devient diamétralement opposée à celle de l'Union, il n'aurait plus aucun intérêt à participer au projet européen et il devrait alors se retirer. La clause de l'article 50 concrétise d'une certaine manière le respect de l'identité nationale. À l'inverse, l'identité de l'Union européenne ne s'est pas créée ex nihilo. Elle s'est inspirée de celle des États membres, et les États membres indiquaient déjà, dans la Déclaration sur l'identité européenne de 1973, qu'ils entendaient sauvegarder les principes de la démocratie, du règne de la loi, du respect des droits de l'homme, qui constituent les éléments fondamentaux de l'identité européenne. La Cour de justice est venue confirmer cette approche dans l'arrêt Hongrie contre Parlement et Conseil, en indiquant que l'identité de l'Union européenne était composée des valeurs de l'article 2, valeurs qui sont communes aux États membres. Il en est de même de la technique de consécration des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union pour lesquels la Cour de justice s'est inspirée des traditions constitutionnelles communes des États membres. Dans ces hypothèses, identité nationale et identité européenne se regroupent et tout conflit semble théoriquement impossible. Il y a donc une certaine européanisation de l'identité nationale et une certaine étatisation de l'identité européenne. En revanche, les éléments qui ne sont pas repris dans l'identité européenne et qui sont donc spécifiques à certains États doivent pouvoir faire l'objet d'une protection au titre de l'article 4, paragraphe 2. Néanmoins, cela ne suppose ni de retenir une conception trop stricte de l'identité nationale, ce qui aboutirait in fine à exiger une homogénéité entre les États, ni de retenir une conception trop large de l'identité nationale, ce qui pourrait donner lieu à des diversités extrêmes qui pourraient mettre en péril l'objectif d'union sans cesse plus étroite. Il faut donc, selon nous, adopter une lecture conciliatrice de l'identité nationale. Cela se traduit concrètement par, premièrement, l'impossibilité d'invoquer n'importe quelle règle nationale. La règle invoquée doit être d'une importance fondamentale dans l'ordre interne, sans quoi, comme l'affirment plusieurs avocats généraux, toute règle nationale serait susceptible de mettre en échec le droit de l'Union. Deuxièmement, encore faut-il que cette règle fondamentale ne dépasse pas un certain cadre, une certaine frontière. Cette frontière,
est d'abord celle du respect des valeurs de l'Union européenne. Cela ressort de manière explicite dans les conclusions de certains avocats généraux et de manière implicite dans les arrêts de la Cour. Il est en effet possible de remarquer que les cas dans lesquels la Cour de justice a accepté l'argument tiré de la protection de l'identité nationale n'étaient pas contraires aux valeurs de l'Union européenne et même, au contraire, visaient justement à les mettre en œuvre. À titre d'exemple, dans l'affaire Omega, l'Allemagne invoquait la protection spécifique de sa dignité humaine afin de justifier une restriction aux libertés de prestation de services. Dans l'affaire Sayn-Wittgenstein, l'Allemagne invoquait justement l'interdiction de porter des particules nobiliaires afin de garantir l'égalité entre les citoyens. Or, égalité et dignité sont aussi des valeurs de l'Union européenne. Cela renvoie au mécanisme de transposition développé hier par Julie Rondu. A contrario, dans l'affaire Coman, la Roumanie se prévalait de son identité nationale en invoquant une certaine conception traditionnelle du mariage qui devait être conclu entre un homme et une femme. À cet égard, la Cour de justice a estimé que la simple reconnaissance d'un mariage homosexuel conclu légalement dans un autre État membre ne portait pas atteinte à l'identité nationale. Cela peut se comprendre dans la mesure où, comme le rappelle l'avocat général Wathelet dans ses conclusions, la définition retenue de la notion de conjoint touche à l'identité même des hommes et des femmes concernés et donc à leur dignité, dignité qui est une valeur de l'Union européenne. La législation roumaine ne visait aucunement à mettre en œuvre les valeurs ou les droits fondamentaux, et ce, même au contraire. En dehors des libertés de circulation, si l'Union européenne a toujours respecté l'identité nationale des États membres inhérente à leur structure fondamentale politique et constitutionnelle, la Cour de justice est venue cependant préciser dans l'arrêt RS que dans le choix de leur modèle constitutionnel respectif, les États membres étaient tenus de se conformer au respect de l'État de droit. Cette frontière du respect de l'identité nationale est également celle du respect du principe de coopération loyale et des objectifs de l'Union européenne, tel que cela est développé par plusieurs avocats généraux. En conclusion, si l'on peut voir que le contenu de l'identité nationale doit être encadré, encore faut-il que sa mise en œuvre soit ordonnée. Cela passe dans un premier temps par un contrôle partagé et dans un second temps par des effets limités de l'identité nationale. En ce qui concerne le contrôle partagé, lorsqu'un État membre invoque le respect de son identité nationale, celle-ci ne doit pas faire l'objet d'un contrôle ordinaire par la Cour de justice. De ce point de vue, on ne peut que rejoindre l'avocate générale Cocotte lorsqu'elle indique que l'identité nationale ne doit pas être assimilée à un objectif légitime comme les autres. Comme cela résulte notamment des arrêts Coman, Sayn-Wittgenstein ou encore VMA. L'identité nationale doit être prise au sérieux si l'on veut éviter l'exacerbation des conflits. Toute la question est celle de savoir comment partager ce contrôle. Nous pensons, comme l'avocat général Emiliou et comme l'avocat général Puérez Maduro avant lui, qu'il est délicat pour la Cour de justice d'apprécier le contenu de l'identité nationale d'un État membre et de s'immiscer dans des considérations historiques, politiques, sociales, culturelles qui peuvent être cantonnées et spécifiques à un État. C'est pourquoi les juridictions nationales sont les mieux placées pour invoquer le respect de leur identité nationale. Cela suppose qu'elles démontrent néanmoins l'existence d'une réelle spécificité propre et fondamentale à l'État, c'est-à-dire une règle au fond exprimant le noyau dur de son identité au biais d'une argumentation convaincante et motivée, et non par de simples allégations abstraites, dans l'unique but de se soustraire aux droits de l'Union, ce qui serait d'ailleurs constitutif d'un abus et contraire au principe de coopération loyale. Dans cette hypothèse, le contrôle de la Cour de justice sera alors restreint et limité à la vérification du respect du cadre constitutionnel de l'Union européenne, tel qu'il est décrit dans les dispositions liminaires du traité. Néanmoins, un contrôle de la Cour de justice, aussi limité soit-il, doit exister. Cela signifie en pratique que les juridictions nationales ne doivent pas, d'elles-mêmes, cesser d'appliquer le droit de l'Union. Ainsi que l'affirme la Cour de justice dans l'arrêt RS, en cas de doute sur la compatibilité du droit de l'Union avec l'identité nationale, la juridiction est tenue de poser une question préjudicielle à la Cour, qui est seule compétente pour apprécier la validité du droit de l'Union. De plus, les effets de la clause d'identité nationale doivent être limités. Il serait dangereux d'envisager une exclusion totale de l'applicabilité du droit de l'Union, tel que cela est revendiqué par certaines juridictions nationales. Il serait plutôt préférable, comme la Cour de justice l'indique, que l'identité nationale, reconnue par la Cour de justice et par le juge ACO, soit prise en compte pour moduler
l'application du droit de l'Union. Cela se comprend dans la mesure où une exclusion totale reviendrait à mettre en cause l'applicabilité uniforme du droit de l'Union, l'égalité entre les États membres devant les traités, comme le rappelait hier Loïc Azoulay, et l'objectif d'intégration et d'union sans cesse plus étroite. Ainsi que l'affirme l'avocat général Juarez Maduro dans ses conclusions sous l'affaire Arcelor, si les constitutions nationales pouvaient être invoquées pour imposer une application sélective et discriminatoire des normes communautaires, paradoxalement, la conformité de l'ordre juridique communautaire aux traditions constitutionnelles communes des États membres en serait altérée. Nous rejoignons alors Vlad Constantinescu lorsqu'il affirme que la diversité et l'hétérogénéité normative qui caractérisent le pluralisme juridique ne devraient pas conduire à multiplier les remparts contre l'égale et identique application du droit communautaire dans tous les États membres, et ce, même justifiés par des spécificités identitaires. Pour conclure, il est possible d'observer une mutation dans l'utilisation de la clause d'identité nationale dans plusieurs décisions nationales. Or, afin que le dernier mot ne devienne pas le premier des mots de l'Union européenne, il conviendrait de passer ou de repasser à une logique constructive. Nous nous autorisons donc une vision plus optimiste et un dialogue repensé semble alors être le seul vaccin efficace contre le virus de l'identité nationale, pour reprendre la métaphore de Denis Simon. Nous vous remercions.